Je souhaite la bienvenue aux gens qui viennent pour la première fois à la conférence de notre Société d'horticulture. On espère bien qu'on va vous revoir régulièrement. Vous allez voir, on a des sujets toujours très intéressants. Et ce soir, justement, on va entendre parler de permaculture, mais avant, on a eu des questions sur le voyage. C'est sur le mensuel, alors le voyage va être en vente à partir de la prochaine conférence le 7 avril. Alors, apportez votre chèque. On va vous dire le montant parce que là, je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'il restait à trouver un endroit pour le repas. Hein. C'est toujours ça qui est compliqué, la fin de semaine, de trouver un endroit pour manger. Il restait ça à trouver pour déterminer le prix. Alors, notre présidente est en voyage. Quand elle va revenir, ça va se régler. Et puis, là, le prix va vous être donné le 7 avril. Et c'est réservation avec le chèque en main. Alors, puis je pense qu'elles n'ont pas l'intention de faire 2 autobus, seulement un. Alors, ça va être juste pour tout le monde, là, tout le monde le sait en même temps. Et ça sera le soir du 7 avril que vous pourrez réserver votre place. Je vous fais une petite annonce. Il y en avait une dans le mensuel à propos du fromage pour la Fondation pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, c'est le temps, c'est le fromage qui va arriver à Pâques. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est pour vraiment une très bonne cause. On a vraiment beaucoup de demandes ces temps-ci pour des gens très malades. Alors, si ça vous tente de nous aider, à les aider, mais tout en profitant de bons fromages à un prix moins cher qu'à l'épicerie, je dirais. Alors, sans plus tarder maintenant, je vais vous présenter 2 spécialistes. On est vraiment chanceuses. 2 spécialistes de la permaculture. 1, 2. J'ai peur. Elles sont biologistes, toutes les 2. Alors, on est vraiment choyés. Là, on va démystifier. C'est pas vrai? C'était écrit biologiste sur le... Marie-Hélène qui n'est pas là. Ah, c'est écrit biologiste dans la présentation. Bon, designer en permaculture. Bon, mais j'en ai un bout qui est bon. Alors, on va démystifier la permaculture parce que le mois dernier, on était un petit peu embêtés. On se dit, mais qu'est-ce que c'est exactement la permaculture? Donc, ce soir, on va avoir les bons renseignements par des spécialistes. En tout cas, moi, j'ai très hâte de les entendre. Alors, je vous présente Caroline Dufour-Larivé et Kate Alvaux. Alors, je leur cède la parole. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu, tout le monde. Je suis pas habituée à parler avec des micros. Je commence par juste vous dire un peu de quoi on va parler ce soir. D'abord, on va parler de la permaculture. On va vous définir un peu c'est quoi. Après ça, Caroline va vous parler des forêts nourricières et de l'importance de la vie dans le sol. Et pour finir, moi, je vais parler du terrassement un peu en permaculture, comment gérer le mouvement des eaux sur le terrain. Alors, ensuite, on se présente. On se présente. On a des photos un peu drôles là, pour commencer la soirée. Je vais commencer par vous laisser Caroline s'introduire. Bonjour. Merci, j'en profite pour vous dire merci d'être ici. Là, vous êtes très nombreux, très nombreux. Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui? Okay. Donc, je m'appelle Caroline Dufour-Larivé, je suis agronome et biologiste. Puis, dans le domaine de l'agroforesterie, en fait, je suis consultante dans les forêts nourricières, l'agroforesterie et la santé des sols. Voilà. Et moi, c'est Kate Alvaux. Je suis dessinatrice, formatrice et consultante également en permaculture et en éco-construction. Alors, moi aussi, j'ai une spécialité dans la vie des sols. Alors, sans plus tarder, on commence.
Alors, vous êtes venu ici sûrement parce que vous avez déjà entendu le mot permaculture, puis vous avez une notion peut-être très vague de ce que c'est. Alors, c'est quoi la permaculture? Pour commencer, je vais vous dire ce que ce n'est pas. Souvent, les gens vont penser que c'est associé avec la politique ou avec la spiritualité ou les religions. Pas du tout. On n'est pas des hippies idéalistes non plus. C'est des gens qui font du design qui touche un peu tous les aspects de la vie humaine. Alors, de là, on peut parler de politique, on peut parler de culture, on peut parler d'habitation, d'alimentation, tout ce que tu veux qui a un rapport avec le design, des environnements et des interactions humaines. Alors, on voit que ça va bien au-delà du simple jardinage. C'est un système de design par observation de la nature. Par contre, ce soir, on est en présence d'une société d'horticulture. Alors, on va focuser plus sur les aspects du jardinage et on va vous parler un peu des différentes techniques en permaculture que vous pouvez utiliser dans votre jardin, sur votre terrain, etc. Mais important de comprendre que ce n'est pas juste ça. En fait, la permaculture n'est pas des techniques, c'est une façon de penser, c'est une façon de concevoir des systèmes qui vont être résilients, qui vont avoir beaucoup d'interactions. Tous les éléments dans le système vont avoir des relations les uns avec les autres. Tous les éléments vont appuyer les autres éléments et vont servir à plusieurs fonctions. Alors, je commence juste par vous expliquer que la permaculture se base sur 3 éthiques. Donc, les 3 éthiques de la permaculture, c'est prendre soin de la terre, deuxièmement, prendre soin des gens, et finalement, partager les ressources, mettons les excédents, équitablement. Donc, que ça soit pour les remettre dans le système, ou bien le partager avec le monde qui nous entoure. Mais toujours, excuse-moi, mais toujours garder ça dans le système. Pardon? Est-ce que le micro va moins bien quand vous avez la colonne de force? C'est tout ça? OK. Je pense. OK. Je voulais pas me mettre devant l'image. Alors, c'est ça. Alors, dans tout ce que vous faites dans votre vie, vous pouvez commencer juste par vous poser la question. Est-ce que ce que je fais prend soin de la terre? Est-ce que je suis en train de faire du bien à la terre ou pas? Est-ce que je suis en train de prendre soin des gens? Ça, on peut faire le lien avec nos vêtements. Souvent, on va acheter des vêtements qui viennent de quelque part où les gens ne sont pas bien traités dans les usines, etc. Donc, est-ce que je prends soin des gens? Est-ce que je prends soin aussi des gens dans mon alentour? Et finalement, est-ce que je repartage les surplus de mon système ou est-ce que je suis en train juste de les jeter dehors? Alors là, en se basant sur les 3 éthiques, maintenant, il faut avoir une approche de design. Comment est-ce qu'on approche? On fait comment pour approcher le design de la permaculture? Alors, il y a des principes de base de la permaculture, différents principes selon les sources qu'on regarde, mais ici, on a les principes plus de base, je vous dirais. Alors, on commence par observer et interagir. C'est toujours la première étape. Avant de faire quoi que ce soit, de penser à ce qu'on veut mettre dans notre système, à qu'est-ce qu'on veut utiliser, qu'est-ce qu'on veut faire pousser, c'est d'abord d'observer notre espace, nos alentours. On va observer notre terrain, on va voir les mouvements de l'eau sur le terrain, regarder les mouvements du soleil, les directions des vents, etc. Alors, on observe. Ensuite, notre principe, c'est de stocker l'énergie. Alors, on ne fait pas juste utiliser, gaspiller de l'énergie, mais on essaie de le stocker pour pouvoir s'en servir dans d'autres circonstances dont on a besoin.
Lancer une production, ça, on peut, ici, on voit un petit radis, mais ça peut être aussi de la production culturelle, ça peut être aussi comme dans tous les domaines, comme je vous ai dit tantôt. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Ça, c'est super important. La permaculture est un système où on va toujours pouvoir voir si ce qu'on fait marche ou pas. Si ça ne marche pas, ben, on repense notre design et on ajuste et on essaie de faire quelque chose qui va mieux marcher. On essaie toujours de marcher avec la nature et jamais contre la nature. On veut favoriser les ressources renouvelables, évidemment. Si on ne favorise pas les ressources renouvelables, on n'est pas en train de prendre soin de la terre. Pas de déchets. Dans la permaculture, l'idée, c'est de faire un système fermé, donc un système où on ne doit pas amener des choses de l'extérieur et on n'a rien qui va sortir de notre système. Tout est produit dans le système et tout reste dans le système. Des structures d'ensemble vers les détails, c'est-à-dire, on a un terrain, un grand terrain. À la place de commencer à dire, j'ai un grand terrain, ok, je vais mettre des tomates, puis j'ai des concombres, puis des ci, puis des ça. Là, d'abord, on commence par le design général du terrain. Le terrassement, on regarde les eaux, les mouvements des eaux. En général, quels sont quels sont les espaces où j'ai un microclimat qui va être mieux pour un certain type de plante, où est-ce que j'ai du soleil, où est-ce que j'ai de l'ombre, etc. On commence par ça. Une fois qu'on a établi nos zones, disons, après ça, on rentre dans les détails. Quelle plante est-ce que je vais mettre là? Alors, intégrer, c'est difficile à lire ça. Intégrer plutôt que séparer. Voilà. Alors, ici, on peut prendre l'exemple d'une serre. Mettons, sur mon terrain, j'ai une serre, j'ai des poules, puis j'ai du compost. À la place de mettre mon compost là, ma serre là, puis mes poules là-bas, ben, je peux toutes les intégrer dans un même système. Je peux mettre mes poules dans ma serre, ils vont aider à chauffer la serre. Elles vont pouvoir manger les petites bébites là, quand je les laisse lousses avec mes plantes. Et je vais pouvoir utiliser leurs déchets pour faire du compost, pour nourrir les plantes. Donc, intégrer. Patiemment à petite échelle. Donc, on commence à petite échelle et on commence à implanter quelque chose. On voit, on observe. Si ça marche, bien, on continue, on élargit. Si ça ne marche pas, on réajuste notre approche. Favoriser la diversité. Plus qu'on a de la diversité, plus que notre système va être résilient. C'est diversité en termes de plantes, en termes de pollinisateurs, insectes, etc. Valoriser les bordures. Ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. C'est que les bordures, si on pense à une forêt, on a certaines espèces qui vivent en forêt. À côté, on a un champ. On a certaines autres espèces qui vivent dans un champ. Fait on a une biodiversité ici, une biodiversité là. Mais sur la bordure des deux, c'est là où on a la plus grande biodiversité parce qu'on va avoir un peu des deux. Alors, on va avoir des espèces, puis on va même avoir des espèces qui sont adaptées pour vivre sur les bordures. Donc, valoriser nos bordures. Et finalement, réagir de manière créative. Si on voit ce qu'on a fait, excusez-moi, ne marche pas, là, on dit, OK, on a un problème, on essaie de penser à une solution créative pour la régler, à la place de dire, je vais juste éliminer ça. Alors, la définition que j'ai trouvée la plus pertinente en permaculture, ma définition de permaculture préférée, c'est celle-ci. La permaculture est un système... Allô? La permaculture est un système de design par lequel nous trouvons des façons de vivre qui permettent l'existence de cultures en permanence. C'est un système qui permet aux êtres humains de vivre dans l'abondance tout en laissant la planète en meilleur état que quand on l'a trouvée. C'est un peu les principes des scouts, tout ça. Quand on va faire du camping, là, on essaie de laisser le site en meilleur état que quand on l'a trouvé. Alors, le mot permaculture vient d'où?
c'est en fait un mot composé de deux autres mots. C'est permanent culture, donc la culture permanente. Comme je viens de dire, on essaie d'avoir des moyens de vivre avec de créer des façons d'avoir des cultures en permanence. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir des cultures en permanence? On a besoin d'une agriculture permanente aussi. Donc, pas une agriculture de façon minière, comme on fait maintenant, ce qui est de juste prendre du sol et jamais en redonner. Alors, c'est pas un système qui va pouvoir s'autogérer. Nous, on veut un système qu'on va pouvoir implanter qui, avec le temps, va devenir indépendant. Alors, on ne devrait plus faire des apports à notre système éventuellement. Alors, comme j'ai dit, c'est de l'observation de la nature. Les designs les plus réussis des êtres humains sont des designs qui sont basés sur la nature, on essaie de imiter un peu les façons de faire de la mère nature. Alors, les mots et phrases clés de la permaculture, regardez ça un peu simple. Alors, d'abord, observation, comme j'ai dit tantôt, on observe avant de commencer à faire un design. La résilience. Qu'est-ce que ça... Allô? La résilience. Un système qui est résilient, ça veut dire que c'est un système qui, quand on a des imprévus, le système va bien réagir, il va pouvoir rebondir facilement des problèmes. Donc, si je prends un exemple très simple d'un jardin, si j'implante dans mon jardin que des plantes qui aiment être entre 20 et 25 degrés Celsius, très humide et avec beaucoup de soleil, puis là, j'ai un été où il fait froid, j'ai pas de soleil, puis il fait 18 degrés tout l'été, bien là, je ne vais pas avoir de récolte. Alors, l'idée dans un système pour faire un jardin résilient, c'est qu'on veut avoir des plantes, implanter des plantes qui ont une diversité de préférences de milieu. Donc, des plantes qui tolèrent la sécheresse, qui tolèrent l'humidité, d'autres plantes qui aiment quand c'est plus froid, d'autres qui aiment quand c'est plus chaud. Donc, comme ça, on est garanti à tous les années d'avoir une bonne production d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec notre climat. Alors, la redondance. Allô? Ouais. La redondance, c'est un concept, dans le fond, c'est d'avoir plusieurs choses dans notre système qui vont jouer le même rôle et avoir pour chaque rôle qu'on a besoin de faire, de remplir, dans le fond, dans notre système, on veut que... Attends. Je recule. Rewind. Ouais, rewind. Dans un système, OK, on veut avoir des fonctions qui sont servies par multiples éléments, et chaque élément doit servir multiples fonctions. Comme ça, si on a une fonction qui n'est pas servie par une chose, bien, ça va être servi par quelque chose d'autre, toujours. Si on prend ici l'exemple de la maison, c'est une maison de design solaire passif, ça pourrait être très simple et vite là-dessus. Si on regarde l'éclairage, on n'a pas qu'une façon d'éclairer la maison, donc c'est pas une maison qui est très sombre, sans fenêtre. Si on n'a pas d'électricité durant la journée, on a des grosses fenêtres du côté sud, puis ça éclaire la maison partout. C'est un exemple de redondance. Connectivité, je vous ai expliqué tantôt l'idée de la serre avec les poules et le compost. C'est ça, la connectivité. Alors, ça c'est une autre phrase très clé dans la permaculture. Le problème est la solution. En permaculture, on ne voit pas des problèmes comme étant des problèmes à éliminer. On prend ça comme opportunité de design. Allô? On prend ça comme opportunité de design et on essaye de profiter du problème. Ici, au Québec, en hiver, il fait très froid, mais quand il fait très froid, il fait beaucoup de soleil.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans notre maison, on a besoin de chauffer notre maison. La maison, on a besoin de la chauffer plus quand il fait très, très froid, mais on dit, OK, bien, quand il fait très froid, il y a beaucoup de soleil. Fait qu'on prend aussi le même concept de la maison de solaire passive, c'est qu'on met beaucoup de fenestration du côté sud, puis on profite du soleil qui rentre pour chauffer la maison les journées les plus froides d'hiver. Moi, j'habite dans une maison solaire passive. Les journées de moins 25, je ne chauffe pas parce que c'est le soleil qui chauffe la maison pour moi. Donc, le problème et la solution. Ensuite, je voulais toucher un peu le concept du jardinier paresseux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme par rapport à la permaculture. Alors, je dis que c'est un mythe parce que dans le fond, la permaculture, c'est... l'idée avec la permaculture, c'est que pour implanter notre système, au début, ça prend beaucoup d'énergie de notre part pour implanter le système, faire le design, établir les plans qu'on a besoin pour que éventuellement notre système commence à faire des produits en fer. Alors, on voit sur le graphique, là, au départ, on met beaucoup de travail, mais avec le temps, on en met de moins en moins. Et au départ, on n'a pas beaucoup de production, mais avec le temps, on en a de plus en plus. C'est un peu ça le concept derrière la permaculture. Alors, juste pour poursuivre avant de laisser la parole à Caroline, les applications de la permaculture, il y en a plusieurs, juste un couple ici. Ici à gauche, c'est un projet qui avait été fait en Jordanie. C'était pour verdir le désert. Là, on peut voir des deux côtés, c'est complètement sec, il n'y a rien, c'est du sable. Et ils ont appliqué des techniques de la permaculture pour pouvoir travailler avec la nature pour verdir et faire implanter des arbres et des plantes. À droite, on a une photo d'un dessin. Dans le fond, ça c'est plus un concept qui ne touche pas le jardinage particulièrement, mais c'est un exemple de solution, une solution à multiples problèmes, disons. Alors, c'est une rue dans un banlieue qui est trop large, alors les voitures vont très rapidement, c'est dangereux pour les enfants. Et en plus, on cause beaucoup d'écoulement d'eau, de ruissellement avec les eaux pluviales. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a fait de temps en temps, on a enlevé un peu d'asphalte, comme ici. Ici. On enlève l'asphalte, on plante un arbre, et on laisse l'eau s'écouler et pénétrer dans ces lieux-là. Comme ça, on utilise le même eau qui coule sur la rue pour alimenter l'arbre. Et en même temps, on fait que la rue soit plus étroite, comme ça les voitures doivent se ralentir. Donc c'est un concept qui est vraiment hors du jardinage, là, mais juste pour vous donner une idée. Alors maintenant, je laisse la parole à Caroline, parce qu'elle vous parlera d'un exemple par excellence de la permaculture, donc c'est des forêts nourricières. On est dans les temps, c'est bon. Donc, la forêt nourricière, c'est un bon exemple pour vous faire une démonstration de comment on peut appliquer les principes de la permaculture. Mais avant de rentrer dans les détails de la forêt nourricière, moi je vais vous parler d'agroforesterie d'abord. Là, on vient de voir en gros c'est quoi la permaculture, parce que c'est un concept qui n'est pas très bien connu encore. Bien, c'est la même chose pour l'agroforesterie, c'est une science qui est encore peu connue au Québec. Par contre, c'est une science qui est très intimement liée aux forêts nourricières. Donc, si on décortique, comme on a fait avec le mot permaculture, donc dans agroforesterie, on a agro pour agriculture, puis on a foresterie, puis l'idée, c'est de mettre ces deux mondes-là ensemble. Puis, au Québec, on utilise une définition pour le décrire. On dit que l'agroforesterie, c'est un système intégré qui repose sur l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à l'élevage ou des cultures,
Puis l'interaction de ces deux mondes-là va permettre de générer des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Puis, si on utilise la science de l'agroforesterie et on y applique les principes de la permaculture, ben, on obtient un design de forêt nourricière. Puis, si vous vous intéressez un peu à ce sujet-là, puis que vous faites des recherches, vous allez voir plein de termes différents. Vous allez pouvoir voir verger de permaculture, verger multi-étagé, verger potager forestier, jardin, forêt. Il y a vraiment plusieurs termes. Je vous dirais, ça dépend de l'idée que vous vous en faites ou ça peut dépendre du design que vous allez faire. Puis, en anglais, on retrouve les termes « edible forest garden », donc un jardin en forêt comestible, ou bien « food forest », qui là se rapproche un peu plus au terme « forêt nourricière ». Maintenant, la structure d'une forêt nourricière. Donc, c'est simple et c'est complexe à la fois. On va s'inspirer de la structure des forêts naturelles. Donc, ce qu'on va s'assurer de faire, c'est d'occuper chaque étage de végétaux ou occuper chaque niche écologique, c'est-à-dire partout où on peut mettre quelque chose, on va le mettre. Puis, les végétaux qu'on va utiliser, ça va être des végétaux vivaces, donc qui survivent à l'hiver, dans le but de planter une fois et récolter pour toujours. Puis, dans le but d'avoir un aménagement qui va s'auto-entretenir, qui va s'auto-fertiliser, puis qui va demander de moins en moins d'efforts avec le temps, comme Kate vient de vous l'expliquer. Donc, si on regarde la structure, on va commencer d'abord avec des grands arbres qui vont faire la canopée. On va aller avec des arbres de plus petit calibre ou des arbustes. Ensuite, les petits fruits, les plantes herbacées vivaces, comme des plantes comestibles, médicinales, aromatiques. On va avoir des légumes racines. Sur le sol nu ou au pied des arbres, on va avoir des plantes couvre-sol. Des plantes grimpantes vont pouvoir être intégrées, puis vont pouvoir même se servir des arbres comme tuteurs. Puis, évidemment, on va pouvoir y cultiver des champignons. On va pouvoir y installer des ruches pour avoir du miel. Puis on peut même y intégrer des bassins d'eau qui vont nous permettre d'avoir des plantes aquatiques ou des plantes de milieu humide, puis même des poissons. On voit souvent cette image-là, puis on parle des 7 strates de la forêt nourricière. Ben, moi, je dis qu'il y en a 10 au moins. Puis la différence avec les forêts naturelles, c'est que là, on va choisir les végétaux qu'on va implanter selon les services qu'ils vont nous apporter. Donc, premièrement, produire de la nourriture ou produire des biens qu'on va consommer. Mais ils peuvent aussi apporter d'autres services dans le système, comme apporter de la fertilité ou apporter de l'aide pour lutter contre des prédateurs. Donc, une même plante peut avoir plusieurs fonctions, c'est la multifonctionnalité, comme on vient de le voir. Là, vous avez sûrement envie d'avoir des détails plus précis pour les strates de végétaux. Donc, on va les passer une à une, puis je vais donner quelques exemples qui peuvent vous donner une idée de ce qu'on peut intégrer. Donc, si on commence à la strate arborée, la canopée, les grands arbres, on pourrait prendre du noyer noir. Donc, le noyer noir, il va produire des noix au bout de certaines années, puis même son bois peut être très intéressant à revendre. Il y a une très grande valeur. Mais aussi, le noyer, c'est un grand arbre, il va pouvoir servir de tuteur pour les plantes grimpantes. Le fait d'avoir la canopée, un grand arbre, on peut avoir un impact sur les îlots de chaleur. Comme si on est en milieu urbain, ben, les grands arbres vont avoir un plus grand impact que juste du gazon sur la réduction des îlots de chaleur. Les grands arbres vont protéger aussi les cultures des grands vents. Le feuillage, ça capte les particules dans l'air, ça va améliorer la qualité de l'air. Évidemment, on crée des habitats pour la faune dans cet arbre-là. Les racines, puis même toutes les feuilles qui vont retourner au sol, ça va faire un travail sur le sol. Donc, le sol va être mieux structuré, il va être plus productif, plus fertile. Puis ça va permettre aussi à l'eau de mieux s'y infiltrer.
comme on vient d'en parler, la problématique des eaux de ruissellement, notamment dans les villes. Donc, si on a plus de surface en sol plutôt que pavé, puis qu'en plus, si notre sol il est en santé, il est structuré, l'eau va pouvoir s'y infiltrer, aussi être traitée, puis quand elle va retourner au cours d'eau ou dans les réseaux d'égouts, l'impact va être moins grand. D'autres exemples aussi d'arbres qui peuvent être utilisés dans la strate arborée, on peut penser aux chênes, on peut penser à des arbres fruitiers standards de haut calibre, comme les pommiers, les pruniers, les poiriers, cerisiers, il y en a plusieurs. Puis des arbres fixateurs d'azote, ça c'est des arbres qui vont être capables eux-mêmes de produire l'azote qu'ils ont besoin. Ça, par exemple, on a le fèvier d'Amérique. Il y en existe d'autres aussi. Pour la strate plus basse, pourquoi pas mettre des noisetiers? Donc, les noisetiers vont produire des noix, puis les noix vont être disponibles aussi beaucoup plus rapidement que le noyer, par exemple. Les noisetiers vont être, étant donné qu'ils sont plus petits, sont idéaux aussi dans des terrains plus petits, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, ou en ville, ils peuvent faire des belles haies. D'autres exemples aussi, les arbres fruitiers nains, de calibre nain, peuvent être utilisés, les amélanchiers, le sureau, c'est encore d'autres exemples, puis il y en a beaucoup d'autres. Au niveau de la strate arbustive, les arbustes, je ne sais pas si vous connaissez, je vous présente l'aronia. Donc, l'aronia offre un petit fruit qui est comestible, mais qui a aussi des vertus médicinales. Il va être un bel arbuste aussi abri pour nos insectes bénéfiques. Puis, il va avoir un grand attrait aussi pour les pollinisateurs dans le milieu. On peut aussi penser à des camerisiers, l'argousier, framboisiers, mûriers, qui sont toutes des arbustes intéressants. Pour la strate herbacée, je vous présente la roquette sauvage. Donc, la roquette sauvage, elle va se récolter tôt au printemps ou tard à l'automne. Ça permet de rallonger la saison de récolte. Elle a aussi des vertus médicinales. Puis, elle va faire un très bon couvre-sol. Ça peut venir assez dense. Elle est vivace. Puis, probablement que vous allez l'apprécier dans vos salades. On peut aussi penser au topinambour, l'asperge, l'artichaut, qui sont toutes des légumes vivaces. Il en existe beaucoup, en fait, des légumes vivaces. C'est vraiment un monde à découvrir. Ils ne sont pas nécessairement facilement disponibles au Québec, mais ça s'en vient, puis on va vous les faire découvrir. Un légume racine, donc une plante qu'on va cultiver pour son système racinaire. Bien, je vous présente la piosse, qu'on appelle aussi patate en chapelet. Ça, c'est une plante indigène qui était cultivée par les Amérindiens. Donc, la piosse, le tubercule, il est comestible, très grande valeur nutritive, mais c'est aussi une plante fixatrice d'azote, un peu comme nos légumineuses, nos fèves. Donc, elle va produire elle-même, à cause de ses associations avec les bactéries, elle va produire elle-même son azote, mais en plus, elle va enrichir le milieu en azote. Donc, elle va contribuer à apporter de la fertilité dans le milieu. En plus, elle fait de très belles fleurs. Côté ornemental, c'est intéressant. Donc, elle va aussi attirer les pollinisateurs. Puis, tout son travail au niveau du sol, ça va avoir un impact positif, justement, sur le sol. D'autres légumes racines, on peut penser à l'oignon égyptien, qui est encore peu connu, qui fait un bulbe, mais par contre, c'est les oignons, ils poussent dans les airs. On les récolte en dehors de la terre. Mais c'est intéressant parce que c'est vivace. Mais on peut aussi penser à l'oignon et à l'ail. Là, vous me direz, ben, ils ne sont pas vivaces. Non, c'est vrai. On peut faire des petites exceptions. Mais ce qui est intéressant avec ces espèces-là, c'est que ce sont des bons compagnons des rosacées, c'est-à-dire les arbres fruitiers comme les pommiers. Donc, c'est des bons compagnons pour éloigner nos maladies. Pour les couvre-sols, l'amande du Canada, qui est une autre plante indigène qui s'adapte à peu près à tous les climats, à tous les types de sols, est comestible, est culinaire, mais est aussi médicinale. Puis, en plus, elle va avoir un effet répulsif des insectes nuisibles, puis un effet fongicide sur les maladies fongiques à cause de ces huiles essentielles qui sont assez fortes.
mais elle va quand même attirer les bons insectes, puis elle va quand même attirer les pollinisateurs dans notre milieu. Puis elle va faire un très bon couvre-sol, et on n'a pas osé en faire, elle va se reproduire. Donc ça peut être bon là, justement à mettre au pied d'un pommier, par exemple. Mais dans les couvre-sols, on peut aussi penser aux fraises, la mélisse, le thym, l'origan. Encore là, il y a beaucoup de choix. Dans les plantes grimpantes, on a le kiwi colomicta. Alors oui, au Québec, on peut cultiver du kiwi. C'est super bon, puis en plus, ça a une production très abondante. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est une plante grimpante qui même va tolérer un peu d'ombrage. Elle a aussi des très belles fleurs, donc un côté ornemental qui est vraiment intéressant. Elle va attirer les pollinisateurs. On peut aussi penser, pour nos grimpants, à la vigne et au houblon, évidemment. Puis si on a un milieu humide dans notre forêt nourricière, ben pourquoi pas y ajouter de la vigne du rivage. Pour la vigne du rivage, le fruit, les feuilles, les jeunes pousses et les vrilles sont comestibles. Donc c'est très intéressant. Donc, elle peut faire grimpant, mais elle peut faire aussi couvre-sol, tout dépendant si elle a un tuteur. Ça se reproduit vraiment facilement. Aussi, on peut penser à la quenouille, le méric baumier, le cresson, qui vont bien pousser dans les milieux humides. Puis finalement, si on rajoute des champignons dans notre forêt nourricière, ce que je vous encourage à faire, là, je donne l'exemple du strophère, qui est comestible, qui est très bon, puis ça a été démontré qu'il augmente considérablement le rendement de certaines cultures, donc c'est intéressant. Puis, quand on apporte des champignons dans notre milieu, c'est sûr qu'on vient stimuler énormément la vie dans notre sol, donc c'est vraiment intéressant. Puis, il y a plein d'autres champignons aussi qui peuvent être intégrés, la pleurote, le shiitake, la guérique, il y en a beaucoup d'autres. Les méthodes de culture là, vont varier selon l'espèce que vous allez vouloir produire. Donc, on a vu des exemples d'espèces. Après ça, ce qui est important, c'est comment on va les agencer. C'est là qu'on rentre dans le design. Puis là, il y a plusieurs choix, plusieurs façons de faire. Je vous en présente, je vous donne des idées. Donc, il peut y avoir tout simplement de planter tout ça en rangée, comme dans un verger conventionnel. À ce moment-là, tous nos végétaux vont être intégrés dans notre rangée. Puis, ça nous donne des espaces entre les rangées pour circuler avec la machinerie, par exemple. Puis ça peut être plus simple pour certains. Il y en a qui préfèrent ça comme ça. On peut y aller avec des aspects plus naturels ou certains diront plus de permaculture, comme par exemple ici des designs en mandala ou ici un design avec des clés de serrure. Donc ça c'est les entrées comme ça qu'on appelle des clés de serrure qui augmentent l'effet de bordure comme on a dit, puis ça augmente finalement la surface qu'on peut exploiter. Là, je vous en donne d'autres aussi. Encore un exemple avec des clés de serrure ou en mandala. Puis, finalement, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, un petit terrain ou que vous êtes en ville, bien, ça peut être tout simplement un seul arbre, un arbuste ou un petit arbre autour duquel on va aller y ajouter son association de végétaux. On peut appeler sa guilde de végétaux. Donc, le choix des espèces, on a vu, j'en ai donné certaines, il y en existe plein d'autres. Donc, c'est autant de combinaisons qu'il est possible de faire. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, le choix des espèces puis leur agencement, ça va dépendre de différents facteurs, comme entre autres la disponibilité de l'espace, la nature du sol versus le besoin des végétaux, l'emplacement du site, les caractéristiques du site comme la topographie, l'ensoleillement, l'accumulation d'eau et j'en passe. Ça peut dépendre du compagnonnage que vous allez faire, que vous voulez faire, de vos goûts personnels.
Ça peut aussi dépendre si vous voulez faciliter les récoltes pour la commercialisation ou si vous voulez juste un look plus naturel. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être prises en considération pour faire un bon design, mais aussi pour avoir une forêt nourricière productive. Puis, donc finalement, selon les connaissances que vous avez, l'autonomie, votre expertise, ça peut être rentable, puis même judicieux et rentable d'aller chercher de l'aide pour avoir justement votre forêt nourricière qui va être productive, éviter de faire des erreurs pour planter les choses au bon endroit. Bon. Puis en plus, on est chanceux maintenant au Québec, l'expertise, elle est là, elle existe. Puis, pourquoi qu'on voudrait planter des forêts nourricières? Bien, parce que, vous allez voir, ben, on en a déjà glissé des mots, mais il y a des bénéfices un peu partout. Bon, je vais commencer avec des bénéfices au niveau socio et culturel. Mais d'abord, on va avoir un impact sur la qualité du milieu de vie puis le paysage. Pensez notamment si vous êtes en milieu urbain ou même dans une municipalité, un terrain à nu. Ça va être vraiment intéressant d'avoir un bel aménagement à cet endroit-là. Ça peut favoriser aussi la sécurité alimentaire à long terme. C'est une belle occasion de démarrer des projets communautaires, des projets éducatifs, puis à travers ça, de mettre en valeur les savoirs traditionnels, par exemple sur les plantes indigènes. Donc, il y a une belle opportunité là, d'avoir des activités là, pour une communauté là, intéressante. Au niveau environnemental, bien, les arbres, les vivaces, puis la permanence du système va avoir un grand impact. D'abord, dans le sol, on va emmagasiner beaucoup plus de carbone comparativement à un terrain gazonné, par exemple. Donc là, on va avoir un impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Comme on le dit, comme ici, c'est la carte des îlots de chaleur de la ville de Québec. Bien, ça serait intéressant d'aller apporter plus de verdure dans ces endroits-là pour réduire l'impact des îlots de chaleur. C'est une problématique très grande, justement, qu'on vit dans les villes. On va avoir aussi un impact sur la qualité de l'air. On va avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc, comme on le dit, les eaux de ruissellement, s'ils sont captés, sont traités, on va améliorer la qualité des cours d'eau qui, normalement, recevraient ces eaux-là en quantité massive et non traitée. On va avoir des effets bénéfiques sur les sols. En plus, on va limiter ou même ne plus utiliser du tout les intrants externes comme les engrais chimiques, les pesticides, donc des bénéfices environnementaux à ce niveau-là. Puis évidemment, on va créer de nombreux habitats et de la biodiversité. Ça peut être une occasion justement de créer des liens, de s'interconnecter avec les milieux naturels pour apporter la biodiversité dans nos milieux. Au niveau économique, d'abord, on va avoir les récoltes elles-mêmes, puis des récoltes diversifiées. On va avoir aussi des économies par rapport aux intrants qu'on n'aura plus besoin d'appliquer année après année. Aussi des économies au niveau du travail qu'on va s'épargner année après année. La valeur du milieu peut augmenter, c'est-à-dire la valeur des maisons et même des terrains autour, quand le milieu il est attirant, il est de qualité. Les impacts sur les réseaux d'égouts qui reçoivent les eaux de ruissellement, la pollution, donc on a parlé de qualité de l'air, le bruit, les impacts sur la santé, finalement, qui sont reliés à tout ça, mais ça, c'est tout lié à des économies pour les villes et les municipalités. Puis finalement, les réductions de gaz à effet de serre, donc les émissions de carbone qu'on évite et même qu'on réduit, mais ça peut être une opportunité de participer au marché du carbone. Donc, c'est une autre source économique qui peut être liée. Puis finalement, au niveau agronomique, encore là, on a plusieurs bénéfices. On va premièrement stimuler notre productivité.
Puis là, ben, je parle en comparaison, par exemple, à un potager standard. Donc, on va avoir une plus grande productivité, d'abord à cause de la diversité, à cause de l'association, donc l'efficacité d'utilisation du terrain. Mais aussi, c'est que pour une même surface d'une parcelle, on va pouvoir exploiter un plus grand espace parce qu'on va aller exploiter aussi verticalement. En plus, tout l'impact sur la fertilité des sols, ça va aider à la productivité et la santé des plantes. L'eau va être mieux gérée, donc mieux gérée quand il y en a trop, puis mieux gérée quand il n'y en a pas assez en période de sécheresse. Avec les racines, cette eau-là redevient disponible en période de sécheresse. Donc ça, c'est des stress de moins pour les plantes. La diversité va attirer beaucoup de pollinisateurs, donc ça, on augmente notre production à ce moment-là. On va avoir un meilleur contrôle sur les prédateurs et maladies. On va avoir un écosystème finalement qui est équilibré. Donc, nos prédateurs, ils n'auront pas un bar open juste pour eux de leur culture favorite. Puis il va y avoir d'autres insectes qui vont faire de la compétition ou d'autres plantes qui vont venir les nuire. Puis, justement, parlant de bar open, ben, une autre raison pourquoi on va stimuler notre productivité, c'est que justement, on n'est pas dans une monoculture. Donc, s'il arrive quelque chose, un intempérie qu'une plante n'aime pas, puis que là, cette production-là, ben, faut l'oublier cette année, ça ne marche pas, bien, on sait qu'on peut compter sur quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre qui va avoir produit dans notre système. Et aussi, bon, les arbres vont protéger les cultures des grands vents. Puis finalement, bien, pour revenir sur l'écosystème, on va avoir un aménagement qui va être résilient, donc plus capable de faire face à des coups durs, comme plus apte à faire face au changement climatique, par exemple. Donc, on vient de voir que, finalement, la forêt nourricière, c'est un bel exemple d'application en permaculture. Donc, ça permet de prendre soin de l'homme, ça permet parce qu'on le nourrit, puis parce qu'on y apporte d'autres services aussi. Ça permet de prendre soin des autres, de la nature, de la terre, de la faune. Puis, ça permet de partager les surplus. Parce que justement, avec tous les apports qu'on va apporter au sol, tout ce qu'on va partager aussi avec la faune, puis justement, le sol, ce qu'on va y apporter, on va l'engraisser, ben ça, c'est très important. Donc, parlons-en du sol. Ça peut être une autre application qu'on peut dire de la permaculture, c'est la culture du sol. Là, je vais mettre mes notes pas loin. Bon, on va commencer par dire le sol, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui avez creusé un profil de sol chez vous? Donc, un trou dans votre terrain d'au moins 60 cm de profondeur. Oui. Bon, ben parfait. Donc, si tu imagines, elle vous est familière, ça veut dire. Vous avez vu ça, les différentes couches. Donc, si on les décrit, bien, si on commence, on a la couche eau, qui est la couche organique, ou l'humus. Donc, c'est là qu'on va avoir notre matière organique vivante, ou pas vivante, puis partiellement décomposée. Ensuite, on va avoir notre couche A, qu'on appelle la couche arable. Puis ça, c'est notre couche cultivable. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir faire nos cultures. Ensuite, on a l'horizon B. Donc, l'horizon B, lui, il est plus minéral. Sa texture et sa couleur, ça va dépendre du type de sol dans lequel on est. Puis, finalement, tout ça repose sur l'horizon C, qui est la roche-mère. Puis, c'est l'ensemble des caractéristiques du profil qui va définir dans quel type de sol qu'on est. Puis des types de sols, il y en a vraiment beaucoup. Juste au Québec, on en a plus que 500, puis ils ont tous leurs propres petits noms. Là.
Voilà. Si on s'attarde à l'horizon A, parce que c'est l'horizon, la couche arabe, qui nous intéresse. De quoi c'est fait? Donc, c'est d'abord de la matière organique, ici, qui vient de la couche au-dessus, avec de l'eau, qui va être justement retenue par la matière organique ou qui va être présente dans les pores du sol. Puis, c'est de la matière minérale qui vient de la couche en dessous. Donc, du sable, du limon, des argiles, en proportions différentes selon dans quel type de sol qu'on est. Puis, il peut même avoir des roches puis des cailloux, tout dépendant du type de sol qu'on est aussi. Donc, le sol arabe, finalement, c'est l'amalgame de la matière organique avec les matières minérales, puis ça va former les complexes argilo-humiques. Donc, dans le complexe argilo-humique, on a argilo, de l'argile, humique pour la matière organique. Donc, tout ça va s'associer, ça fait des complexes, puis c'est ça qui fait la structure du sol. Puis, comment ça se fait? Tout ça, le complexe argilo-humique, bien, c'est grâce à la vie du sol. Donc là, c'était l'élément qui nous manquait pour décrire la composition de notre couche arable. Parce que les organismes et les micro-organismes du sol sont autant nécessaires dans notre couche arable que la matière organique et les minéraux pour pouvoir y cultiver nos cultures. Donc, les organismes du sol, bien d'abord, c'est ça, ils vont transformer les matières organiques et la matière minérale pour les lier ensemble. Puis, ils vont aussi décomposer les matières organiques, décomposer les matières minérales pour que les éléments nutritifs qui sont présents dans ces éléments-là deviennent disponibles pour la croissance du sol. Donc, je mets une emphase là-dessus. Si on a de la matière organique, si on a des minéraux, et si on a la vie du sol, on a donc les éléments nutritifs pour cultiver nos plantes. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'aurait pas besoin d'apporter des fertilisants externes, par exemple. Puis, les organismes du sol, ben, à eux seuls, ils vont former un écosystème. Donc, l'écosystème du sol. Donc, chaque individu va occuper sa niche écologique, puis va être en interaction ou en compétition avec un autre individu. Puis, l'écosystème peut être en équilibre ou en santé ou non, tout dépendant comment on va traiter puis qu'on va gérer notre sol. Puis quand je parle d'écosystème, ben c'est vraiment ça. Il y a vraiment une biodiversité incroyable, puis il y a vraiment beaucoup de monde là-dedans. Donc, dans 1 gramme de sol, je tiendrai dans ma main, on compte plus qu'1 million de micro-organismes. Donc, ça veut dire qu'en fait, nos sols contiennent le quart de la biodiversité de la planète. Donc, ça l'aide à comprendre comment c'est important. Une dernière chose qui manque à notre couche arable, ben, c'est l'air. Parce que l'air aussi est nécessaire pour la croissance des plantes. Puis, donc, l'air ou l'oxygène, ça va être présent dans les pores. Puis, comment qu'on crée des pores? Ben, on crée avec la structure du sol. Donc, grâce au complexe argilo-humique, justement. Donc, comment ça va se former? Ben, on a d'abord notre particule de sol minérale qui va s'associer avec la matière organique pour former un micro-agrégat. Puis là, les micro-agrégats, c'est les bactéries, grâce à leur biofilm, c'est comme une espèce de colle qui va faire que tout ça va se tenir. Puis dans les micro-agrégats, c'est là qu'on a les micropores. Ensuite, tous les micro-agrégats vont s'agglutiner ensemble pour faire des macro-agrégats. Puis là, c'est les champignons avec leurs ifs. Ça, c'est leurs petits embranchements qui se promènent dans le sol. C'est eux qui vont faire tenir les macro-agrégats. Puis dans les macro-agrégats, c'est là qu'on a les macropores.
Donc, c'est dans les micropores et dans les macropores qu'on va avoir notre oxygène et notre eau. Donc, on en veut le plus possible. Donc, on veut finalement un sol structuré, non compacté, où nos racines vont pouvoir bien se développer pour aller chercher leur air, leur eau, puis les éléments nutritifs qu'ils ont besoin. Puis maintenant, on va voir certains organismes qui sont bien importants dans notre sol, sur lesquels on va focuser. D'abord, on a parlé déjà les bactéries. Il y en existe vraiment plein de sortes qui vont avoir différentes fonctions. Comme on l'a vu, il y en a qui vont servir pour la structure, pour tenir les micro-agrégats. Il y en a qui vont permettre la disponibilité des minéraux. Donc, avec leur biofilm puis des acides qu'ils vont produire, ils vont aller altérer les minéraux, puis là, les roches, puis là, les minéraux vont devenir disponibles pour les plantes. Il y en a qui vont servir, qui vont faire la fixation de l'azote, comme dans le cas de nos légumineuses, par exemple. Donc, ces bactéries-là, ils ont la capacité de capter l'azote qui est présent dans l'air, donc dans l'air du sol. Puis ces bactéries-là, c'est des rhizobiums. Ils vont s'insérer dans les racines des plantes. Il va se faire une symbiose. Donc, la bactérie va apporter de l'azote à la plante. En échange, la plante va apporter des sucres à la bactérie. Donc, la plante, elle va avoir l'azote dont elle a besoin. Puis, tout le monde est content. Il y a des bactéries qui vont participer à la transformation de l'azote, à tous les niveaux. Donc, d'abord, dans notre matière organique, on a de l'azote. On a l'azote organique. Mais la plante, elle est capable de prendre l'azote sous la forme minérale. Donc, ça va prendre des bactéries pour transformer l'azote organique en azote minéral, qu'on appelle aussi NH4 ou ammonium. L'azote minéral peut avoir différentes formes. Je viens de le dire, l'ammonium, mais on a aussi les nitrates. Il y en a qui préfèrent avoir de l'azote sous forme de nitrate. Là, il va y avoir d'autres bactéries qui vont faire cette transformation-là de l'azote pour que cet azote-là soit disponible pour les plantes qui en ont besoin. Les bactéries vont aussi avoir un rôle sur la régulation du pH. Donc, pendant leur activité, selon ce qu'ils ont à faire, ils vont soit acidifier ou soit apporter plus de basicité, rendre le sol plus alcalin. Donc, il va avoir un gros impact sur l'environnement. Parce que le pH, ça va avoir un effet sur le type de micro-organisme qui va pouvoir être présent, le type de culture qu'on va pouvoir avoir. Donc, il va avoir un effet d'autorégulation important. Mais des maladies, des bactéries, il y en a aussi des moins le fun, il y en a aussi qui causent des maladies. Donc, selon s'il y a assez de compétition, s'il y a assez de bonnes bactéries dans notre sol, il va y avoir de la compétition pour nos bactéries qui causent des maladies. Ou si le milieu n'est pas assez en santé, ou il y a des conditions comme un mauvais pH, une mauvaise aération, ou pas assez de prédateurs, ben là, ça va être des conditions favorables pour les mauvaises bactéries. On a les protozoaires. Donc, les protozoaires sont plus gros que les bactéries, puis ils vont manger les bactéries. Puis quand ils vont manger les bactéries, ben, les éléments nutritifs qui sont dans les bactéries, comme l'azote, va être relargué dans le milieu, puis là, c'est de l'azote qui devient disponible pour les plantes. Les protozoaires vont donc aussi participer à la minéralisation de la matière organique pour la rendre disponible. Puis, les protozoaires vont, par justement le broutage qu'ils vont faire, ils vont avoir un effet de compétition, puis même de consommation d'autres organismes qui vont être pathogènes. Les champignons. Les champignons, ça c'est vraiment un gros monde. Il y en a plein de sortes. Il y en a qui font il y a plein de sortes qui font toutes sortes d'affaires. On peut penser à nos champignons comestibles. Il y en a aussi qui ne sont pas comestibles. Il y en a qui ne sortent même pas à la surface, qui restent toujours en dessous du sol. Il y en a qui décomposent la matière organique. Il y en a qui ne le font pas.
Il y en a qui doivent être associés absolument à des plantes pour pouvoir croître. Ça, c'est le cas des mycorhizes. Donc ça, c'est tout le règne de fongique, finalement, qui peut exister dans le sol. Pour nommer quelques rôles des champignons, d'abord, on l'a vu, ils peuvent participer à la structure du sol en formant les macro-agrégats. Ils peuvent aussi participer à la structure du sol en allant défaire nos argiles qui sont dans la roche-mère, par exemple, pour pouvoir que les complexes argilo-humiques se forment. La disponibilité des minéraux, il y en a qui vont participer à l'altération des minéraux avec les bactéries, entre autres, pour les rendre disponibles aux plantes. Il y en a qui vont participer à la décomposition de la matière organique. Mais ils vont surtout, il y en a comme justement les mycorhizes qui vont participer au transport des nutriments. Donc une fois que les nutriments sont disponibles dans le milieu, les champignons vont les prélever. Ils vont, grâce à leur réseau, les nutriments vont se promener, puis ils vont être captés par les plantes. Comme quand on parle de mycorhizes, entre autres, c'est comme pour les rhizobiums, c'est une symbiose. Donc la plante, elle donne du carbone aux champignons, puis le champignon, lui, il donne les nutriments qu'il trouve dans le sol. Donc, plus que la plante va lui donner du sucre à son champignon, mais plus que le champignon va lui donner des nutriments. Donc c'est gagnant-gagnant, tout le monde s'entraide. Il peut avoir aussi un effet de protection des racines. Donc il y a des champignons qui vont venir faire des manchons autour des racines. Puis ça peut être intéressant pour lutter contre des maladies qui voudraient s'infiltrer. Ça peut être des maladies fongiques, des maladies bactériennes. Ça peut être des nématodes, comme on va voir aussi. Les champignons vont aussi avoir un grand effet sur la régulation du pH. Juste pour parler un petit peu d'avance de ce que je vais parler, dans une forêt de conifères, par exemple, probablement que vous savez tous, dans une forêt de conifères, le sol est acide. On pense que c'est à cause des épines, des résineux, mais c'est pas juste à cause de ça. C'est aussi parce que dans ces milieux-là, on retrouve presque exclusivement des champignons, puis les champignons, ils vont émettre des acides qui leur servent à décomposer la matière organique. Donc, les champignons participent aussi à la régulation du pH, donc au contrôle de l'écosystème, qui peut être là, puis qui peut pousser là. Puis évidemment, il y a aussi des champignons qui vont causer des maladies. Donc c'est important d'avoir une bonne biodiversité pour avoir de la compétition, puis des environnements favorables aussi pour favoriser les bonnes espèces. Puis je termine avec les nématodes. Les nématodes, c'est comme des petits vers qui vont être présents dans le sol. Il y en existe 5 types. Donc, il n'y en a pas juste des méchants qui causent des maladies. Il y en a. Si on a des champignons, ça va aller mieux. Mais il y en a aussi qui consomment des bactéries, des champignons, qui vont être des prédateurs, qui vont être des omnivores. Donc, il agissent un peu pour avoir un contrôle de la population, s'assurer qu'il n'y a pas personne qui se développe trop puis qui prend le contrôle de la place. Donc, ils sont là pour réguler tout ça. Donc, si on veut, c'est un peu la chaîne alimentaire principale qu'on peut retrouver dans le sol. Donc, là, on vient de voir quelques organismes qui sont importants. Mais est-ce qu'ils sont toujours présents dans le sol? Est-ce qu'ils sont toujours dans les mêmes proportions? Est-ce que c'est constant? Est-ce que c'est toujours pareil? Eh bien non. Donc, les populations et les proportions, ça va varier selon le type de sol. Puis, donc, la diversité du sol puis l'écosystème du sol va varier. Puis en même temps, c'est la diversité puis l'écosystème en surface des végétaux qui va varier ensemble. Donc, c'est lié. Fait qu'on peut parler de la succession biologique, mais aussi de la succession végétale, puis que les deux sont intimement liés. Puis,
c'est ça. Donc, puis pour voir avec quelle diversité qu'on a à faire, c'est surtout le rapport bactéries et champignons qu'on va regarder. Donc, c'est vraiment la base. Puis, cette base-là, après ça, va influencer tout le reste, finalement, dans le milieu. Donc, d'abord, un sol qui va contenir principalement ou presque exclusivement des bactéries, c'est là qu'on va pouvoir y cultiver des mauvaises herbes. Je les appelle des mauvaises herbes, mais moi, il y en a quand même que j'aime beaucoup. Mais on s'entend, la définition d'une mauvaise herbe, finalement, c'est une plante qui a la capacité de coloniser en premier un sol qui va être pauvre. Donc, dans ces milieux-là, justement, où on va avoir exclusivement des bactéries, c'est ce type de plante-là qui va pousser. Si on veut faire pousser des plantes plus grosses ou plus exigeantes, comme les légumes de notre potager, il va falloir qu'il y ait un petit peu plus de fongiques dans notre sol. Si on remonte encore dans la complexité, qu'on veut faire pousser des arbustes ou des vignes, encore là, il va falloir qu'il y ait encore plus de champignons dans notre sol. Dans une forêt feuillue, là, on a vraiment principalement des champignons. Puis finalement, dans une forêt de conifères, on va avoir presque exclusivement, justement, des champignons. Puis, pourquoi c'est comme ça? C'est que, en fait, les écosystèmes de sol et les sols et les plantes, ils ont évolué ensemble. Donc, ils se sont développés ensemble. Un a besoin de l'autre et vice-versa pour survivre. Puis ça, on veut traduire ça en application pratique. C'est que finalement, selon ce qu'on va vouloir faire pousser, il va falloir qu'on ait la bonne colonie dans notre sol pour que ça marche. Puis, je dis pour que ça marche, pour que ça marche bien, pour ne pas cultiver des mauvaises herbes ou pour ne pas cultiver des maladies. Donc, pour que ce soit facile, pour pas qu'on ait besoin de fertilisants, pour pas qu'on ait besoin de pesticides. Puis, comment qu'on sait si on a la bonne colonie dans le sol? Il y a différentes façons. D'abord, si on arrive à un endroit, on veut savoir si on a notre bonne colonie de sol, on peut observer qu'est-ce qui pousse. Donc, comme on le voit, selon ce qu'on va observer, ça va nous donner une indication de qu'est-ce qui est dans le sol. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire pousser. On peut aussi regarder l'état de santé des végétaux. Est-ce qu'ils sont en santé? Ça a-t-il l'air optimal, le milieu? On peut aussi observer le sol, sa structure, sa couleur, son odeur, qui va nous donner des indications. Puis, on peut faire une analyse du sol. Donc là, on sort le microscope, puis on va regarder qu'est-ce qu'on voit dans notre sol. Puis, comment qu'on fait après pour avoir la bonne colonie de sol? Il va falloir les cultiver. Si les micro-organismes qu'on veut ne sont pas présents, il va falloir les importer ou inoculer notre sol. Ensuite, on va vouloir les garder en nombre suffisant. Donc, il va falloir les nourrir. Donc, il va falloir leur apporter la nourriture qu'ils ont envie. Donc, c'est-à-dire la matière organique ou les matières végétales qui correspondent à l'écosystème qu'on veut faire pousser. Puis là, comment on va faire ça pour les cultiver, nos organismes, les importer, les nourrir, les entretenir? D'abord, il faut penser en termes de permaculture. Comme on l'a dit en permaculture, ce qui est important, c'est de partager nos surplus. Donc, les surplus que votre système il va produire, admettons, ce qu'il va produire et que vous n'avez pas de besoin. Ça peut être les tiges, les branches, les feuilles. On va les partager avec nos organismes dans le sol. Donc, tout ça, on va les laisser sur place. Ça va nourrir nos organismes. Ils vont être heureux, ils vont se développer. Par contre, si nos bons organismes ne sont pas là, ou s'ils ne sont pas en nombre suffisant,
Bien, la matière organique qu'on va avoir mis là, elle va prendre beaucoup de temps à se décomposer. Elle va s'accumuler. Normalement, c'est très rapide. Quand tout le bon monde est là, ça peut être assez rapide. Donc, si ça tarde à se décomposer, bien là, on peut créer un autre problème. Là, on peut attirer des maladies fongiques et des maladies bactériennes. Ça va pourrir sur place. Ça peut même créer des abris pour nos insectes nuisibles. Donc, on va vouloir inoculer notre parcelle, finalement, pour avoir nos bons organismes ou les avoir en nombre suffisant. On pourrait aller dans un milieu naturel, dans une forêt ou dans un verger en santé ou non, prendre une pelletée de ce sol-là, puis l'amener où on veut pour inoculer. Par contre, si dans ce site-là, il y a de la maladie, comme par exemple de la tavelure, ben on va l'apporter aussi. Donc finalement, la manière la plus efficace ou la moins risquée, ça va être de faire le compostage. Mais là, le compostage, il faut bien le faire, il faut bien l'utiliser, il faut avoir les bonnes techniques, il faut bien maîtriser les processus pour s'assurer qu'on va justement multiplier nos bons organismes et pas les pathogènes. Donc, dans notre compost, finalement, on va apporter notre matière organique, la nourriture préférée de nos organismes, puis on va apporter aussi nos organismes, donc des inoculums qu'on va avoir achetés ou qu'on va avoir prélevés en nature. Puis, la bonne nourriture de nos organismes, bien, ça va être plus de verre, donc plus d'azote si on veut des bactéries, ou plus de lignine, de bois, donc de carbone si on veut plus de champignons. On va devoir contrôler la température. Donc, il faut que la température monte assez haut pour tuer les pathogènes, mais il ne faut pas qu'elle vienne trop haut pour ne pas tuer nos bons organismes. On va avoir besoin aussi d'un bon niveau d'humidité, parce que les organismes y en ont besoin, mais s'il y en a trop, on va manquer d'air, puis on va être en milieu anaérobique, puis là, c'est les pathogènes qui vont aimer ça. Puis après, ça va être par une analyse, encore au microscope, qu'on va pouvoir vérifier si on a un bon compost, puis si nos techniques sont adéquates. Donc, ça peut paraître quand même une science complexe de faire un bon compost, mais c'est des techniques qui s'apprennent quand même facilement. Ça demande aussi un minimum d'équipement, comme entre autres un thermomètre. Mais par contre, c'est vraiment la clé pour cultiver les végétaux qu'on veut, puis pas des mauvaises herbes, puis pas des maladies, puis pour ne plus avoir besoin de nos fertilisants, puis nos pesticides. Une adaptation aussi au compostage, c'est le thé de compost. Donc là, c'est qu'on va prendre un échantillon de notre compost, on va l'infuser dans l'eau comme une tisane, mais avec l'aération. On va y apporter la nourriture qu'on a besoin, les organismes, nos inoculums qu'on a besoin. Puis là, nos bons organismes vont se multiplier. Puis ensuite, on va pouvoir récupérer ça, puis appliquer dans notre milieu par aspersion. Ça a l'avantage, entre autres, qu'on peut produire des gros volumes si on en a besoin, puis si, par exemple, notre quantité de compost est restreinte. Puis, ça l'augmente, ça donne plus de choix aussi sur les méthodes d'épandage. Des fois, ça peut être pratique d'appliquer ça liquide. Bref, on vient de voir que si on cultive les sols, bien, on cultive l'abondance. Donc, si on prend soin de la terre, si on partage nos surplus, ben, on va prendre soin de l'homme parce qu'on va le nourrir, puis on va éviter bien du travail pour l'entretien de son système. Parce que, bon, ben, notre sol va être plus fertile, on va maintenir plus d'eau, plus d'air dans notre sol, va être moins compacté, on va avoir un contrôle des mauvaises herbes, la santé des plantes va être optimale, puis la productivité aussi. Puis, est-ce qu'il nous reste un peu de temps ou c'est mieux d'arrêter? Là, il est 8h15 pile. Est-ce que tu en aurais pour quelques minutes? Bien, ça pourrait être un petit exercice qu'on pourrait faire justement avant la pause. Okay. Je vous montre ça ici.
qu'est-ce que vous voyez, puis qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous fait travailler un petit peu. Ben, on peut dire d'abord, on a un sol à nu. Il n'y a pas de végétation sur notre sol. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? On n'apporte pas de nourriture à nos organismes. Donc, nos organismes ne seront pas là pour faire notre structure de notre sol. Ça peut mener à la compaction de notre sol. En plus, qu'il doit y avoir de la machinerie qui se promène là-dessus. On a sûrement des pertes de sol aussi, à cause qu'on n'a pas de culture sur notre sol par le vent, mais par l'eau. On le voit beaucoup. L'eau va venir travailler la surface. Il peut se faire une petite croûte. La petite croûte, ça, c'est pas bon pour les échanges gazeux. Donc, ça veut dire qu'on va avoir moins d'air dans notre sol. Puis là, ben, l'eau qui est là, ça se peut qu'elle s'en aille s'il y en a trop. Fait que là, elle va apporter du sol avec elle. Ça, c'est notre couche organique, c'est notre couche de sol arable qui s'en va. Ça va s'en aller dans nos cours d'eau. Fait que là, on vient de contaminer nos cours d'eau. Fait qu'on a différents problèmes ici. Compaction, mauvaise structure, de l'eau, ça veut dire aussi de l'anaérobie, donc peut-être présence de pathogènes. On n'a pas beaucoup de matière organique. Ça se peut que ça va être surtout des bactéries qui vont pousser là. Donc là, ça va être un beau milieu pour nos mauvaises herbes. Fait que finalement, on peut peut-être se dire que là, ça va peut-être demander beaucoup de travail pour cultiver les espèces qu'on veut. Parce qu'il va falloir décompacter, puis il va falloir probablement lutter contre des mauvaises herbes, contre des maladies, tout ça. Donc, l'idée, c'est quand on comprend qu'on veut cultiver le sol, ben, c'est que ça va nous aider beaucoup. On peut aller en pause. Bon, alors, on va reprendre. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Oui. On a des conférencières très compétentes ce soir. On apprécie vraiment qu'elles partagent leur savoir avec nous. Alors, est-ce que c'est toi qui continues? Alors, c'est Kate. Bonne suite. Merci beaucoup. OK, alors, pour poursuivre la conférence, là, on va parler de l'eau et les techniques de sa conservation sur le terrain aussi. On va parler un peu de comment capter l'eau et contrôler les mouvements, ces mouvements sur le terrain. Je pense que tu étais mieux avec le micro que moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut pas Alors, jardiner avec moins d'eau, juste pour faire un petit survol. D'abord, on va parler des terrasses, des swales. Je vais vous expliquer c'est quoi, inquiétez-vous pas. Des jardins de contour, le paillis, lugelculture, excusez. Allô? Des vivaces et finalement, la biologie, juste pour revenir à ce que Caroline vient de vous expliquer. Alors, d'abord, ralentir l'eau avec les terrasses. Ça ici, c'est des images de mon terrain chez moi. J'habite sur un terrain en pente, assez, à peu près entre 12 et 15 degrés de pente, c'est quand même important. Donc pour moi, c'est important de pouvoir me servir de mon terrain pour l'utiliser pour faire des cultures, mais aussi juste pour moi-même, pour mes loisirs et tout ça. C'est mieux d'être sur un terrain plus plat. Alors, mais l'autre raison, c'est que sur mon terrain, j'ai une partie du terrain qui est dénudée. Donc j'ai une pente comme ça, puis après j'ai un talus, ça tombe. C'est dénudé et ça avait été causé par une inondation, ça fait quelques années. Alors moi, l'important, c'était d'éviter de causer plus d'érosion sur mon terrain. Alors, très important pour moi de contrôler le mouvement de l'eau. Ce que je voulais éviter, c'est que l'eau descende
ma pente, puis que ça s'en aille dans le talier. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait sur un côté du terrain, le côté justement où on a la partie dénudée, on a fait 2 terrasses. Et alors, quand on fait une terrasse n'est pas juste plate. C'est important de faire une terrasse légèrement, ça pend un peu légèrement vers l'intérieur et aussi un peu vers un côté. C'est important de ne pas dépasser 1 à 2% maximum de pente. Parce que plus que ça, on va commencer à causer de l'érosion sur le terrain. Donc, l'important, c'est de contrôler ça. Aussi, ce que ça va aider à faire, c'est de faire que l'eau s'infiltre dans notre terrain. Alors, on va plus profiter de l'eau à la place de juste la laisser s'écouler et aller ailleurs. Alors, c'est ça. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que sur un côté, on a fait ça. On a amené l'eau doucement vers l'autre côté de notre terrain. Alors ici, vous voyez, les images ici, c'est l'autre côté du terrain, et vous voyez qu'on a 3 terrasses. Alors, 1, 2 et 3. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit bassin. Nous, quand on fait des bassins, on veut travailler encore avec la nature. On ne veut pas utiliser des matériaux qui ne sont pas naturels. Donc, ce qu'on a fait, nous, notre terrain, c'est du sable citeux avec des roches. Alors, imaginez-vous que c'est assez difficile de faire un bassin là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé un peu d'argile en tout cas de Saint-Basile. En tout cas, c'est le village d'à côté qui a beaucoup d'argile. Fait qu'eux, quand ils font construire des maisons, ils ont toujours des excédents. On a fait venir quelques voyages d'argile et on a fait des bassins avec une couche d'argile en bas. Alors, le bassin là en haut, il prend l'eau de la toiture de ma maison. Alors là, encore, on parlait tantôt de la connectivité. Alors là, ma maison, et aussi de la redondance, ma maison, ma toiture n'est pas juste pour protéger l'intérieur de ma maison, mais c'est aussi pour faire une collecte d'eau. Important à noter que ma toiture n'est pas faite de bardeaux d'asphalte, parce que quand on fait du bardeau d'asphalte, mais on amène toute l'asphalte dans notre eau, c'est pas très sain pour personne. Alors moi j'ai fait une toiture en tôle galvanisée. Aussi, je veux mettre l'emphase sur le fait que j'ai pas pris la tôle peinturée, parce qu'éventuellement la peinture va peler. Donc, même chose. J'ai demandé une dérogation à ma ville. J'ai expliqué que je voulais utiliser ça pour faire des collectes d'eau. Alors, voilà. Alors, ça remplit le premier bassin. Et quand il y a des surplus, quand le bassin est complètement rempli, vous le voyez à peine ici, j'ai un autre tuyau qui va en dessous de la terre, puis ça l'amène au bassin en bas. Alors, quand j'ai trop d'eau dans le premier, ça remplit le bassin du bas. Mais en plus, j'ai une autre sortie ici. Alors, quand il y a des très gros événements de pluie, j'ai une autre sortie. Donc, encore là, de la redondance. Je n'ai pas juste une façon de vider ou d'avoir un surplus d'eau. Ça peut sortir ici, et dans ce cas-là, il va aller dans la deuxième terrasse. Alors là, je suis en train vraiment d'alimenter mes 3 terrasses avec de l'eau. Une autre technique pour récolter de l'eau sur nos terrains et pour aider à l'infiltration, c'est de faire des swales. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi un swale? D'abord, c'est très beau. Hein? Pourquoi pensez-vous que c'est beau comme ça? Parce que, dans le fond, c'est parce qu'on suit les contours du terrain. OK? On n'est pas en train de faire une ligne droite d'un côté à l'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une tranchée toujours au même niveau. Fait que si on commence ici, puis on suit toujours le même niveau, mais on va suivre les contours du terrain, un peu comme quand on regarde une carte topographique. C'est ça les mêmes lignes qu'on va voir. C'est des lignes de contour. Alors, un swale, c'est une petite tranchée comme ça. C'est comme une fossée, dans le fond. Mais toujours à niveau. D'un côté à l'autre,
complètement à niveau. Ce qu'on fait, c'est que ça ici, c'est la partie plus élevée, et le terrain descend comme ça. Alors, on fait notre fossé, et on prend le matériel de là, et on le met ici, dans une petite butte, mais on ne compacte pas le but. C'est très important de le laisser un peu lousse, parce que si jamais on a trop d'eau qui s'infiltre ou qui vient s'écouler dans notre swale, il y a un surplus d'eau, et il y a une deuxième façon de sortir. Mais je n'ai pas mentionné c'est quoi la première façon de sortir. La première façon de sortir, c'est que de temps en temps, on va laisser, on va comme faire une partie dans notre butte où ça va baisser. Alors ça va garder le niveau maximum d'eau dans notre swale. Alors l'idée, dans le fond, c'est que l'eau vient s'écouler sur le... Moi, je vais aller ici. L'eau vient descendre, parce que l'eau descend de façon perpendiculaire à la pente, aux lignes de contour, je veux dire. Alors, ça descend la pente et ça vient se ramasser tout dans notre swale. Après, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça vient s'infiltrer ici, dans le sol, et ça nous permet de planter des arbres qui vont vraiment pousser beaucoup mieux si on les plante sur cette petite butte-là. Alors là, on voit aussi une autre façon de le voir. L'eau descend ici, ça se ramasse là et ça s'infiltre tranquillement ici. Ici, normalement, c'est des arbres qu'on va planter là. Alors, c'est une bonne façon si on a beaucoup d'eau, ou si on a un terrain qui est soit trop humide ou trop sec, parce que l'autre fonction, c'est de diversifier notre sol. Alors, à la place d'avoir tout un sol qui est trempe partout, et on a des petites buttes qui sont plus élevées, donc ça crée des milieux qui sont moins humides, un peu plus sèches. Alors, comment on fait pour trouver des lignes de contour? Hein? Oui, bien ici, c'est la façon la moins chère de le faire. Tout le monde peut faire ça à la maison. Ça prend 3 bouts de bois. Ça prend un petit fil ici et un petit poids. C'est tout. Alors, c'est sûr qu'on peut louer aussi des lasers, des niveaux à laser. On peut marquer de temps en temps notre terrain. On peut aussi louer des transits, comme les gens qu'on voit de temps en temps en train de faire les cartes topo sur la rue. Mais c'est cher, tout ça. Alors, moi, je vous recommande fortement ça. Malheureusement, j'en ai un chez nous. Je voulais l'apporter, mais c'était trop gros pour mettre dans la voiture. Mais l'idée, c'est qu'on a un niveau en A. OK, ici, j'ai un triangle. Alors, c'est moi le A. Alors, je mets un pied sur un point et l'autre pied sur l'autre point. Vraiment important de garder les points, de savoir exactement c'était quel point. Après, tu laisses tomber le poids et tu prends note sur la partie transversale. Tu prends note de où le fil reste. Là, on prend notre niveau et on le tourne de bord et on met les pieds sur exactement les mêmes points. Puis, on fait exactement la même chose et on marque une autre marque. Là, on va avoir 2 marques qui vont être pas pareilles et on prend le point au milieu des 2. Ça, c'est notre niveau. Alors, après ça, c'est très facile. On prend, disons, je vais commencer ici. Je vais m'en aller par là. Je commence ici. Je mets mon niveau et je le bouge un peu en bas ou un peu en haut jusqu'à temps que mon fil reste sur ma ligne du milieu. Après ça, je le tourne comme ça et je fais la même chose. Et ensuite, je tourne encore comme ça et je fais la même chose. Donc, voilà. C'est pas très compliqué, c'est assez amusant, puis c'est vraiment le fun si on a un terrain qui a un peu de relief, de faire l'exercice juste pour voir les lignes de contour, puis pour voir qu'on est capable de faire des patterns très très beaux sans avoir un esprit très créatif, dans le fond. On a juste besoin de laisser la nature nous guider. Alors, une autre application pour les lignes de contour, c'est les jardins de contour. Souvent, on va voir des gens qui vont jardiner comme ça. Mettons, on a une pente,
et on fait nos lignes de jardin comme ça, en descendant la pente. Qu'est-ce que ça fait selon vous? C'est à cause du ruissellement, ça enlève notre terre. En plus, ça ne nous aide pas dans l'arrosage de notre jardin parce que l'eau s'écoule dans le milieu des rangées. Alors, c'est vraiment le fun, c'est super beau. Si on fait des jardins, oui, des jardins de contour, comme ça, quand il pleut, quand il y a de l'eau, ça va venir comme s'arrêter un peu dans notre jardin, ça va nous aider à irriguer. Et puis, ça va éviter le ruissellement et la perte du sol. Alors, tantôt, Caroline nous a parlé du sol. Là, je vous parle de quelques façons de protéger votre sol et aussi de réduire l'utilisation d'eau dans le jardin. Alors, d'abord, on peut mettre du paillis. Alors, du paillis, ça peut être du bois raméal fragmenté, ça peut être la paille, n'importe quoi. On veut garder notre sol couvert tout le temps. Mais une autre façon, peut-être qui va prendre moins de temps, ça va être plus facile pour nous, c'est de mettre des paillis permanents. Donc, c'est des petits couvre-sols qui vont aller couvrir tout le sol, normalement dans un jardin potager, qu'on voit que c'est du sol nu. Ben là, on couvre ça avec des petits couvre-sols, puis on peut même aider à fertiliser notre jardin en mettant des couvre-sols comme du trèfle ou des plantes qui poussent pas très haut, mais qui fixent en même temps l'azote qui va venir faire des apports en azote pour nos plantes, nos tomates, etc. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est entre nos cultures, mettons une saison où on cultive tout l'été, et à la fin de la saison, on enlève nos plantes pour ne pas laisser le sol à nu pendant l'hiver. Et là, on peut planter une culture intercalaire. Donc, ça peut être du sarrasin, quelque chose qui va venir nous aider aussi à garder de la matière organique dans le sol et sur le sol à la fin de la saison ou au début du printemps, plutôt à la fin de la saison, à la fin de l'automne, à la place de tourner le sol et le labourer, parce que je pense que vous avez compris un peu l'idée de la santé du sol. Si on laboure le sol, on brise les mycéliums et on rend notre sol plus bactérien, donc on encourage les mauvaises herbes. Alors pour éviter ça, on peut tout simplement couper notre culture intercalaire, laisser ça sur place et le laisser se décomposer pendant l'hiver pour enrichir notre sol pour le printemps. Alors voici un exemple, je parlais à quelqu'un tantôt, je disais que je viens de revenir de la Grèce et j'avais été voir un projet de jardinage urbain. Puis eux, là-bas, ils avaient ça. Ils avaient des très beaux exemples de couvre-sol. Oh, je vous ai dit au début, je ne suis pas habituée avec les micros. C'est ça, des beaux exemples de couvre-sol vivaces qu'ils mettaient. Puis entre ça, ben, ils plantaient leur betterave et c'est ça. Une autre très bonne façon de sauver la peine de faire l'irrigation, c'est de planter des vivaces. Allô? Mon Dieu! Est-ce que je peux parler comme ça, c'est mieux? Oui. C'est de planter des vivaces comestibles indigènes. Fait que Caroline, tantôt, elle en a mentionné un couple. Ici, on a c'est comme l'oignon égyptien, dans le fond. En anglais, c'est walking onion. C'est un oignon où les oignons poussent dans les airs. Après, ça retombe à terre, ça se replante, puis etc. Il y a d'autres. Ça ici, c'est du topinambour, hein, en français. C'est ça. C'est ça. Et puis poppy mallow en français, je ne sais pas c'est quoi, malheureusement. Mais c'est ça, c'est des plantes qui sont à la fois comestibles, à la fois vivaces. Pardon? Poppy, c'est les pavots? Oui, oui, mais c'est poppy mallow. C'est guimauve. Je n'irai pas plus loin. C'est ça, donc sont à la fois comestibles et vivaces. Donc, vivaces. Indigène, si possible, donc ça va résister au climat
à notre climat naturel, donc pas besoin d'irrigation, pas besoin de fertilisants, rien du tout. On les plante une fois et on peut les cultiver plusieurs fois pendant plusieurs années selon l'espèce. Hugelculture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça? Non, ok. Le mot... Hein? Vous avez vu ça en Islande? Super, intéressant. Ben, le mot est allemand. Ça veut dire culture sur but. Mais ici, c'est des buts spéciaux. C'est pas n'importe quel but. Ça, c'est des buts où on va utiliser, mettons, si on a une partie de forêt chez nous, whatever, on a fait couper un arbre, mais là, on peut se servir de ça pour faire des buts qui vont nous permettre d'avoir des buts même jusqu'à 6 pieds d'eau pour pouvoir cultiver sans, je pense que vous êtes plusieurs dans la salle qui ne veulent plus se pencher pour jardiner, mais là, moi aussi d'ailleurs, mais là, c'est ça, ça nous permet de cultiver en hauteur, c'est plus facile de planter, plus facile de récolter. Mais aussi, ce que ça fait, c'est qu'on prend des grands troncs, des moyens troncs, des petits troncs, on les met tout ensemble, on met de la terre et on peut mettre du compost par-dessus et du paillis, on plante là-dedans. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais regardez un peu l'évolution de ça. Ça commence comme ça la première année, mais avec les ans, ça commence à se décomposer. C'est comme faire une gros pile de compost. Alors, tout en se décomposant, ça va continuer à nourrir nos plantes. L'autre chose, c'est que ça nous aide à éviter d'irriguer, parce que le bois, il va agir comme une éponge. Quand il pleut, le bois va se mouiller, puis ça va donner au fur et à mesure l'humidité que nos plantes ont besoin. Est-ce que de trouver quelle sorte d'arbre, un petit peu qui fait la même... Oui, il faut quand même faire attention de ne pas mettre des arbres comme du cèdre, parce que le cèdre, il ne se décompose pas. Fait que, puis ça va nuire à la biologie du sol. Donc, on va essayer de mettre des arbres comme du pin, comme du bouleau, peut-être de l'érable, du prendre très bien aussi. Même, j'ai entendu dire que même le mélèze, même s'il ne se décompose pas dans un contexte de compost ou comme ça peut faire aussi. Je ne suis pas certaine parce que je ne l'ai pas essayé. Savez-vous que c'est une fraîcheur de terre? Ben, dans le fond, c'est important quand tu le fais de varier partout. Tu ne veux pas que ça soit comme uniforme partout, mais en même temps, quand tu vas le faire, préférablement, si tu peux louer une machine, pour mettre les troncs, les écraser un peu, mais aussi pour rajouter de la terre dedans, pour remplir un peu les trous. On ne veut pas avoir trop de grands trous d'air. Et puis la couche par-dessus, la couche, là, je pense qu'avec 6 pouces, là, vous allez être très, très correct. Mais normalement, ce qu'on fait, c'est qu'avant de faire notre buste, on va enlever le sol arable. On va le mettre de côté, on va faire notre buste, puis on va remettre le sol arabe par-dessus. Là, s'il nous manque du sol pour couvrir ça, ben là, on peut rajouter du compost, du paillis. Pour que ça se tienne, tu mets du paillis? Ben, le paillis, dans le fond, c'est pour chaque fois qu'on fait un mouvement de terre, ça c'est super important, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on fait un mouvement de terre, comme ce que j'ai fait chez nous, là, des excavations et tout ça, tout de suite après, il faut planter, mais tout de suite après. Et le paillis sert à garder le sol en place pour éviter l'érosion par le vent, mais aussi ça aide à protéger nos semences. Quand on va planter, on va comme lancer nos semences, bien là, ça va les aider à les garder humides et ça va les protéger aussi d'être mangés par les oiseaux. Et du paillis, tu peux mettre comme de la paille? Tu peux mettre de la paille, tu peux mettre même du foin. Ouais. Pas du gazon? Pas vraiment, non, parce que ça va c'est trop vert, ça va se décomposer trop rapidement, puis peut-être poser des problèmes.
Mais est-ce qu'on peut mettre de l'annuel dans ça? C'est juste du reverse. On peut mettre l'annuel aussi, oui. Oui, absolument. On utilise ça pour faire pousser des tomates, puis des concombres, puis tout ce que tu veux. C'est juste que, comme on a dit tantôt, on va voir un peu c'est quoi les qualités, parce que si on fait une butte qui n'est pas homogène partout, bien, on va avoir des situations microbiennes différentes dans les différentes sections. Fait que là, c'est le monsieur qui a vraiment développé cette technique est autrichien. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait ses buttes, puis après, il y a un mélange de 50 semences différentes qu'il fait juste lancer. Puis là, la première année, il observe, puis il voit qu'est-ce qui pousse où le mieux. Là, il en prend note, puis là, il va, avec les années suivantes, voir où est-ce qu'il va. C'est ça.